Ok, donc alors je m'appelle Laurent Marchand, donc je suis maître de conférence à la fac de Brest, hein, et donc mes thématiques de recherche se portent à la fois sur les systèmes embarqués, hein, mais j'ai fait d'autres choses, hein, j'ai fait par exemple de l'optimisation pour la biologie, des choses comme ça. Donc l'exposé d'aujourd'hui, hein, c'est donc de l'exploration d'architecture pour les systèmes TSP, hein, Time and Space Partitioning, hein, donc pour aller faire donc, de l'ordonnancement sur des plateformes multicœurs, hein, en prenant en compte donc, des aspects contradictoires hein, en termes d'ordonnancement, donc de sécurisation des communications entre les différentes tâches du système qu'on veut ordonnancer, hein, et puis aussi prendre en compte des contraintes de sûreté. Donc là, je vous mets là très rapidement, je ne vais pas détailler du tout, hein, mais s'il y a des gens qui sont intéressés, on pourra en discuter après. Hein. Donc ce qu'on a fait, donc j'appartiens à l'équipe Shaker, hein, et donc j'essaye d'apporter des compétences en recherche opérationnelle donc, aux autres membres de l'équipe. Hein. Donc j'avais commencé en thèse, hein, je faisais du partitionnement de circuits donc pour faire une approche divisée pour régner, donc pour faire de la synthèse logique sur FPGA. Après, donc, on a fait de la QoS donc pour la diffusion de vidéos dans des systèmes clos, hein, comme par exemple la diffusion à bord d'un avion hein, de films. Avec Jalil Boukobza, j'ai travaillé donc, sur les mémoires flash, hein, et puis comment est-ce qu'on fait pour définir la politique donc, de mapping entre les pages et les blocs, hein, en essayant donc d'optimiser des objectifs contradictoires, donc l'usure, la taille de la table, les temps de latence en lecture-écriture. Le travail qui a précédé celui que je vous présente aujourd'hui, donc c'était la thèse de Rama Bouaziz, hein, c'était du mapping aussi, donc du groupement de fonctions en tâches, donc avec pareil donc des contraintes et de l'optimisation sur l'ordonnancement, donc avec le nombre de préemptions, les temps de blocage sur ressources partagées, la laxité des tâches, des choses comme ça. Avec Islam Nas, donc on avait travaillé, on avait fait un problème d'affectation généralisée là, pour faire du FOG, hein, du placement donc, dans le FOG donc, de données. Hein, et là, c'était une formulation aussi, approche en divisé pour régner, donc partitionnement de graphes. Hein, et puis résolution des problèmes donc, associés à chacune des parties du graphe avec de la programmation linéaire en nombre entier. Sinon, on a fait aussi donc, une math heuristique avec, pareil, hein, du partitionnement de la résolution IP hein, pour générer donc, des solutions initiales pour des solutions supportées, donc, et puis après donc, faire tourner un algorithme multi-objectif méta-heuristique donc, pour faire du placement d'objets dans des clouds fédérés. Et là, en ce moment, donc on vient de finir la thèse de Han Wolf Mokhtar. Hein. Donc là, lui, c'était donc du routage hein, pour des drones marins donc, qui doivent superviser un port. Hein, et donc, en l'explorant avec un lidar. Et donc, on prend en compte là l'énergie dépensée par le drone hein, et la surface qu'il arrive à couvrir. D'accord. Et puis là, on est en train de continuer là, ce projet-là hein, avec Catherine Dezan, donc pour pouvoir essayer de mettre à jour le circuit effectué par le drone hein, en embarqué, donc avec un soft déployé sur FPGA, donc pour faire de l'évitement d'obstacles. Donc voilà un peu, je ne sais pas si ça peut intéresser les gens après donc, de discuter de ces aspects-là. Hein. Donc je vais revenir donc, là sur l'exposé, hein, donc sur l'exploration d'architecture donc pour les systèmes TSP. Alors, je vais d'abord vous présenter un peu le contexte, hein, et puis après donc, le modèle d'architecture qu'on a utilisé et le processus donc, d'optimisation hein, qui est basé donc, sur une approche multi-objectif hein, avant de présenter les expériences et de conclure. Donc alors, pour les systèmes embarqués, hein, donc, on peut utiliser donc, une approche de type time and space partitioning hein, pour pouvoir donc, gérer la complexité d'une multitude d'acteurs qui embarquent du logiciel dans un système embarqué. Hein, et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partitionner l'ensemble des fonctionnalités à l'aide donc de partitions, et ces partitions donc, vont permettre de séparer donc, en termes de mémoire, hein, donc, en termes d'espace, et également séparer en termes de temps l'exécution des différentes applications. D'accord ?
Alors ça va permettre de faire donc un ordonnancement temps réel des applications qui va être, disons, individualisé partition par partition. Et puis après, donc, on ordonnancera à un niveau supérieur donc, les partitions elles-mêmes. D'accord? Alors ça permet donc de faire de l'analyse d'ordonnancement pour vérifier donc, que les contraintes de temps réel associées aux différentes tâches du système sont bien respectées. D'accord? Alors pourquoi est-ce que on a besoin de faire du TSP et en particulier donc, du multicœur. Là, c'est parce qu'il y a de plus en plus, je ne pense pas que vous ayez besoin de beaucoup de détails là-dessus, mais il y a de plus en plus donc, de soft à embarquer, donc, soit dans les avions, soit même dans les systèmes spatiaux ou dans les trains. Là, vous avez une courbe là, avec le nombre de millions de lignes de code là, qui double tous les 4 ans. Là, vous avez la courbe pour les systèmes Airbus et puis les Boeing. D'accord ? Donc, il y a de plus en plus d'applications qui sont embarquées avec un nombre croissant d'acteurs. Et donc, le fait d'embarquer de plus en plus de code induit donc des vulnérabilités, parce qu'on peut avoir du code corrompu qui est embarqué. Et donc, il faut pouvoir gérer ces problèmes de sécurité à l'intérieur de ces codes embarqués, notamment quand on est dans des systèmes temps réel critiques, donc, sur les avions, par exemple. Et puis en plus, il y a de plus en plus de plateformes embarquées donc, qui sont multicœurs. Donc il faut aussi prendre en compte les caractéristiques du multicœur, avec par exemple de l'exécution concurrente, avec du blocage sur des ressources partagées, etc. etc. Donc alors, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est donc, à partir d'un ensemble de tâches ou d'applications, arriver donc à trouver des compromis entre l'ordonnançabilité du système et sa sécurité. Alors pourquoi ? Parce que quand vous cherchez à faire de la sécurité, par exemple, sur des communications entre tâches, ça va induire des calculs supplémentaires qui vont eux-mêmes impacter l'ordonnançabilité du système. Donc, par exemple, si vous rajoutez des appels à des fonctions de cryptage, vous allez augmenter la capacité, donc le temps d'exécution d'une tâche, et donc éventuellement elle pourrait rater une échéance. Donc on doit le faire donc, pour les systèmes TSP. Donc ça va induire le fait de partitionner les tâches en groupes, en partitions. Et puis donc on veut aussi le faire en faisant tourner donc, le système sur du multicœur. D'accord ? Et là, on va avoir à prendre en compte donc, la problématique d'exécution en parallèle, de partage de ressources, par exemple de cache entre les différentes tâches qui tournent sur les cœurs. Donc, on doit définir en fait à partir d'un système qu'on veut ordonnancer. Donc, comment est-ce qu'on va partitionner les tâches sur les partitions, d'accord ? Et aussi, comment est-ce qu'on va exécuter ensuite ces tâches sur les différents cœurs, donc de telle manière à ce qu'on arrive à absorber les surcoûts liés à la sécurisation, donc par exemple liés aux fonctions de cryptage qu'on va devoir appeler à l'intérieur des tâches pour sécuriser leurs échanges. Alors, on ne peut pas traiter ça de manière exhaustive, parce que si, par exemple, vous prenez donc, l'affectation d'un système de 40 tâches sur 4 cœurs et partitions, ça donne 10 puissance 22 affectations possibles, donc ce n'est pas possible de traiter ça de manière exhaustive. Donc, nous, on a choisi de faire une approche de type multi-objectif, résolution de problèmes multi-objectifs, donc en prenant en compte nos différents critères d'ordonnançabilité, de sécurisation des échanges. Et donc, ça va nous permettre donc, de calculer un ensemble de bons compromis entre sécurité et ordonnançabilité. D'accord, et puis, donc, la sûreté va être prise en compte. Alors, elle est prise en compte nativement, on va dire, de par le fait d'étanchéifier sur des partitions les applications, mais on va aussi pouvoir ajouter de la sûreté donc, en dupliquant ou en tripliquant les tâches sur les cœurs, pour obtenir de la sûreté par redondance. Alors, donc, comment est-ce qu'on a construit le modèle qui nous permet de faire ça et quelles sont les hypothèses? Donc, on a donc un système donc, multicœur. On a un ensemble, donc on va faire du TSP, donc on va avoir un ensemble de partitions. Donc ici, là, vous avez un petit exemple avec 2 partitions, des tâches qui sont réparties sur les partitions. Donc ça serait une solution à notre problème. Et ces tâches, donc, doivent communiquer entre elles. Alors, a priori, c'est plutôt les tâches
d'une application qui communique entre elles, mais rien n'interdit d'avoir des communications inter-applications. Hein. Et donc, chaque tâche est définie de manière classique en ordonnancement temps réel hein, par ses temps d'exécution, sa deadline, sa capacité, etc. Hein. Et on rajoute donc un paramètre de sécurité hein, qui est le niveau de confidentialité associé à chacune des tâches. Donc là, par exemple, sur l'exemple, hein, vous voyez que la tâche T1 est taguée là, TS, hein, top secret. La tâche T2 est taguée unclassified, donc pas secrète du tout. Et puis la tâche T3 est simplement secrète. D'accord? Donc on va avoir des politiques, on va dire, de sécurité. Hein. Il y a des modèles comme par exemple Bell LaPadula pour les niveaux de confidentialité hein, qui définissent quelles sont les règles sur les communications entre tâches. Hein. Vous pouvez avoir des tâches qui ont le droit de communiquer entre elles parce qu'elles sont d'un même niveau de sécurité ou qui, au contraire, ne peuvent pas le faire hein, et pour lesquelles il va falloir crypter les échanges. D'accord? Donc, en termes de deadline dans des tâches hein, on peut avoir des tâches donc, qui doivent absolument respecter leur deadline hein, et d'autres pour lesquelles on peut accepter qu'il y ait des échéances ratées. Et c'est sur celles-là qu'on va pouvoir jouer hein, pour pouvoir augmenter le niveau de sécurité tout en éventuellement ayant quelque chose qui n'est pas complètement correctement ordonnancé. D'accord ? Alors, en termes de communication entre les tâches, donc, donc sur un système ARIM, par exemple, hein, donc, on a des communications qui sont à la fois intra-partition, hein, si deux tâches comme par exemple T1 et T2 ici sont sur la même partition, donc il y a des mécanismes hein, sur lesquels je ne vais pas l'étendre hein, de communication entre tâches, donc par exemple les blackboards, hein, et puis on a aussi des communications inter-partitions. Avec par exemple les sampling ports pour ARIM 653. Alors là ce qui nous intéresse, nous, hein, c'est que les caractéristiques en termes de latence pour les deux types de communication sont différents et que donc il va falloir éventuellement prendre ça en compte quand on fait donc le placement des tâches sur les partitions. D'accord ? En termes de communication, donc, on a aussi une possibilité, on va dire, de flexibilité, hein, puisqu'on va avoir donc des communications qui sont fortement sensibles, donc pour lesquelles on va obligatoirement avoir du cryptage, hein, et d'autres communications pour lesquelles on peut choisir de les sécuriser ou pas. Donc, on pourrait obtenir un système qui est entièrement sécurisé si on sécurise, donc par cryptage, hein, par exemple, pour la confidentialité, toutes les communications, qu'elles soient sensibles ou pas, hein, mais donc on peut choisir de ne pas en crypter certaines pour pouvoir gagner en temps d'exécution des tâches et donc avoir un meilleur ordonnancement. D'accord ? Donc les fonctions de sécurité hein, sont en fait implantées au sein des tâches, hein, donc par des appels fonctionnels, donc, par exemple au cryptage. Hein, et si on veut faire de la vérification d'intégrité, c'est un autre aspect de la sécurité, on peut faire par exemple du hachage. Hein, là, moi, je ne vous parlerai que de la confidentialité ici. Hein, mais donc, le point important, c'est que le fait donc, de rajouter donc, de la sécurité va changer les caractéristiques, donc les capacités des tâches et donc affecter leur ordonnançabilité. Alors les scénarios d'attaque hein, qui peuvent être traités par ce modèle-là, bon, bah ça peut être de l'injection de code, hein, de l'espionnage, etc., etc. Donc, voilà pour ça. Alors, comment ça se passe pour l'exécution sur un système TSP hein. Donc, on a un budget qui est alloué à chacune des partitions. Donc, sur l'exemple, là, vous avez deux partitions P1 et P2. Hein. Et donc, une solution à notre problème, ça va être donc d'affecter l'ensemble des tâches à une partition donnée. Donc ici, là, vous avez T1, T2 et T3 qui sont affectés à la partition P1, d'accord, et T4 qui est affecté à la partition P2. Donc, on va devoir ordonnancer, entre guillemets, à l'intérieur de P1 les tâches T1, T2, T3, hein, avec un ordonnanceur, par exemple, à priorité fixe. Hein, et puis, on va ordonnancer, ben là, c'est simple, hein, T4 sur P2. Hein. Et donc, quand on joue une partition, en fait, chacune des tâches associées à cette partition-là va être affectée sur un cœur. Et donc, à chaque fois que la partition sera jouée, ça sera le même cœur qui sera utilisé pour une tâche donnée. Hein, et on n'aura pas de migration des tâches entre les cœurs. D'accord ? Donc, il faut aussi, quand on calcule une solution au problème, hein, qu'on soit capable donc de définir
un cœur d'affectation pour chacune des tâches. Donc, on affecte les tâches sur des partitions et on affecte en même temps les tâches sur des cœurs. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça, hein? Donc, on a choisi d'utiliser une approche par résolution de problèmes multi-objectifs. Hein. Donc, on a utilisé un framework standard, hein, qui est un petit peu ancien, qui s'appelle PAES, donc Pareto Archive Evolution Strategy. Hein. Donc, c'est un algorithme évolutionnaire classique. Hein. Alors, sa particularité, c'est que, contrairement à d'autres, hein, comme NSGA, ou NSGA2, eh bien, il le prend en compte, il a une seule solution courante. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise ça? C'est parce que, en fait, l'évaluation d'une solution, hein, se fait par simulation et c'est assez coûteux. Donc, sur les tests, les 4 tests qu'on utilise, hein, par exemple, ça peut durer 1 à 2 secondes, l'évaluation d'une seule solution. Donc, on a envie de pouvoir faire évoluer l'ensemble des solutions en évaluant donc le moins possible de solutions. Et donc, c'est pour ça qu'on prend un algorithme avec une seule solution courante. Donc, le principe de base, hein, c'est toujours le même. Hein, c'est on prend une solution, on la transforme donc, par mutation pour la changer légèrement. D'accord. Donc, ici, nous, on va bouger des tâches ou des applications d'une partition à l'autre. Hein, et puis, on va aussi faire des choses sur les communications. On évalue donc la solution. Donc, nous, ça sera par simulation d'ordonnancement. Hein, et donc, on va l'évaluer pour chacun des objectifs qu'on traite. Et puis, on va mettre à jour, donc, pour PAES, hein, l'ensemble des solutions qu'on souhaite retenir. Alors, c'est dans le vocabulaire de PAES, hein, on maintient une archive. Donc, dans cette archive, en fait, on ne va garder que les solutions qui sont non dominées. Donc, là, très rapidement, hein, donc une solution non dominée, c'est une solution qui est meilleure que les autres sur au moins un aspect. Hein. Donc, par exemple, ici, à contrario, vous avez donc un dessin là, avec 2 fonctions objectives à optimiser, donc à minimiser, hein, et vous avez la solution C qui est moins bonne que la solution B sur les 2 objectifs. Donc, elle va être éliminée parce qu'elle est dominée. Hein, elle ne sera pas retenue comme solution intéressante. Hein. Et par contre, donc A et B, ben, A est meilleur que B sur l'objectif numéro 2 et B est meilleur que A sur l'objectif numéro 1. Donc, elles sont non dominantes entre elles. Et donc, c'est ce qu'on appelle des compromis intéressants. Donc, c'est ce type de solutions-là, hein, qui vont constituer un front de Pareto que va essayer de construire un algorithme comme PAES pour du multi-objectif. Donc, comment est-ce qu'on va faire notre algorithme? Donc, pour utiliser le framework, hein, eh bien, il faut qu'on soit capable de construire des opérateurs d'exploration, donc des opérateurs de mutation. Donc, une solution, c'est un mapping des tâches vers des partitions et vers des corps, d'accord? Et puis, c'est aussi, donc, parmi les communications qui ont été définies comme étant non sensibles, hein, eh bien, quel est l'ensemble d'entre elles qu'on a choisi de sécuriser? D'accord? Donc, on a des contraintes, hein, à la fois donc, sur les tâches qui doivent absolument respecter leurs échéances, d'accord, hein, et puis sur les communications qui doivent absolument être cryptées, okay, hein, qui doivent être sécurisées. Hein, et puis là, par contre, là où on a de la marge de manœuvre, hein, eh bien, c'est sur les tâches qui peuvent éventuellement rater leur échéance, d'accord, hein, donc on va quand même essayer de minimiser celles d'entre elles qui ratent leur échéance, hein, et puis donc sur les communications qui pourraient ne pas être sécurisées, et donc là on va essayer de minimiser donc celles qui ne le sont pas, d'accord, hein. Et enfin donc en troisième objectif, hein, eh bien on a donc quand on est en multicœur la minimisation du nombre de cœurs nécessaires dans la solution qui est proposée. Alors on a 3 opérateurs de mutation, hein, qu'on a définis, donc qui peuvent être utilisés. Un qui est au niveau des tâches, donc quand on mute, on va muter par tâche. Un au niveau des applications, d'accord, et puis un algorithme mix, hein, je vais vous détailler ça dans le transparent suivant. Donc, quand on fait la mutation, donc le plus simple, hein, c'est d'aller donc muter une tâche, c'est-à-dire la déplacer d'une partition à une autre. Hein. Donc ça va avoir un impact bien sûr sur les communications entre les tâches. Donc par exemple, dans l'exemple ici, hein, vous avez donc T1 qui passe de la partition P1 à la partition P2, et donc le type d'échange va changer. Par exemple, T1 avait une communication intra-partition avec T2, et bien maintenant, ça sera une communication inter-partition, donc avec les caractéristiques de latence qui vont changer. D'accord? Alors ça, ce grain-là, c'est le grain le plus fin.
D'accord, hein. Donc, ça correspond à l'espace de recherche le plus grand, hein. Et puis, ce n'est pas forcément compatible avec, par exemple, ARINC 653, puisque eh bien, on a des problèmes pour sécuriser les communications intra-partition, puisqu'il n'y a pas de mécanisme de protection de mémoire quand on est en intra-partition. Donc, c'est intéressant à faire, mais ça peut ne pas être compatible avec certains standards. D'accord. Alors, la deuxième approche, hein, c'est l'approche où on mute au niveau application, c'est-à-dire que quand on déplace une tâche, on déplace en même temps l'ensemble des tâches qui appartiennent à la même application. Donc ça va nous simplifier notre espace de recherche, hein, et on va pouvoir éventuellement l'explorer de manière plus efficace. Et puis, en plus, bien, ça va préserver la majorité des communications en intra-partition, puisque la plupart du temps, les communications se font entre tâches d'une même application. D'accord. Et sinon, donc, la troisième approche, c'est le fait de mixer les deux approches précédentes, hein. On va commencer par chercher à explorer donc l'espace de recherche un espace de recherche simplifié, donc de manière efficace, hein, en faisant donc des mutations uniquement au niveau application, hein. Et une fois qu'on aura convergé en termes de solutions à ce niveau application, eh bien, on va essayer de raffiner les solutions qu'on a trouvées, hein, en rebasculant vers le mode mutation au niveau tâche, d'accord, pour essayer de raffiner les solutions, d'obtenir des solutions encore meilleures. D'accord. Ça, c'est le même principe, hein, que, par exemple, quand vous faites du partitionnement de graphes multiniveau, hein, vous faites des clusters, vous appliquez un algorithme de partitionnement simple sur un graphe réduit, et puis ensuite, vous raffinez en redévoilant les clusters. Donc, alors, pour notre application là, spécifique, hein, donc, on a des contraintes, donc, par exemple, sur la confidentialité des échanges, hein. On a appliqué donc, le principe de Bell-LaPadula, hein, pour la confidentialité, donc le principe no write up, no write down, hein, qui dit que si vous avez un niveau élevé de confidentialité, par exemple, si vous êtes en top secret, hein, eh bien, vous ne pouvez pas communiquer de manière non sécurisée vers un niveau plus bas, hein, par exemple, un niveau unclassified. Okay, hein. Et puis, on a aussi les contraintes d'ordonnançabilité, hein, donc avec des tâches qui doivent absolument, donc des tâches sensibles, hein, qui doivent absolument respecter leurs échéances. D'accord. Alors ça, quand on fait tourner, donc là, vous avez la boucle principale là, de l'algorithme évolutionnaire PAES, hein. Donc, on va donc, faire, comme je vous l'ai expliqué précédemment, des mutations, évaluer des solutions, hein, mais avant même d'évaluer les fonctions objectives associées à ces solutions-là, eh bien, on va faire la vérification des contraintes, hein, et puis, donc, en ordonnancement, on peut vérifier certaines propriétés directement, hein, sans simuler le système, hein, pour pouvoir éventuellement rejeter certaines solutions qui ne respecteraient pas les contraintes que je viens de vous spécifier. D'accord. Donc là, l'outil qu'on utilise, hein, c'est Cheddar, hein, c'est un outil qui a été développé à Brest, hein, sous la direction de Franck Saint-Goff, et donc qui est disponible en accès libre sur l'adresse qui est donnée ici. Alors, on a fait donc des expérimentations donc, pour voir si ça marchait, hein. Donc, notre but, c'est bien de pouvoir proposer donc, à un designer donc, un ensemble de solutions variés, hein, avec des compromis donc, entre la confidentialité des échanges, donc la sécurisation des échanges, et le nombre d'échéances ratées pour le système une fois qu'il a été ordonnancé. Hein, donc là, vous avez un exemple, hein, donc, avec un test case donc, qui est constitué de 6 applications, hein, une application de contrôle de vol, hein, qui s'appelle ROSAS, hein, c'est un benchmark du domaine, hein, et qui est du contrôle commande, hein, avec des toutes petites données donc, qui sont échangées entre tâches, hein, avec en deuxième donc, une application multimédia qui, elle, fait des échanges de données de taille plus importante, hein, et puis donc un système, une application donc, de contrôle radar, hein, et trois instances donc, d'un autopilote, hein. Alors, on a essayé de déployer ça donc, sur 2 partitions, et en faisant varier donc, le taux d'utilisation du processeur. Donc ça, en augmentant ou en diminuant, hein, les capacités associées à chacune des tâches, hein. Donc,
Là, ce qu'on vous montre ici, là, c'est les résultats qu'on obtient, donc, suivant les politiques de mutation qu'on a choisies. Donc, soit au niveau tâche, soit au niveau application, au milieu, soit en mixant les deux, hein, donc en faisant une première phase avec 1000 itérations donc, en AppGrain, et puis ensuite 1000 autres itérations en TestGrain. D'accord? Alors, ce qu'on peut voir hein, en termes de résultats, j'espère que vous voyez la souris, hein, eh bien, c'est que on a bien effectivement de l'antagonisme hein, entre nos deux objectifs, hein, puisque si on regarde là, donc sur l'axe des X, hein, le nombre de violations de sécurité qui sont tolérées, hein, eh bien, pour pouvoir descendre donc à zéro oui, oui. Excuse-nous, pas ta souris. En fait. Ah, vous ne voyez pas la souris. Bon, alors je vais essayer d'être plus explicatif à l'oral. Hein. Donc, alors, sur le schéma de gauche, là, donc vous avez donc, l'algorithme hein, qui tourne donc, au niveau tâche. Donc, c'est là que l'espace de recherche est le plus important. Hein, et du coup, on voit que sur les 2000 itérations de l'algorithme évolutionnaire, hein, eh bien, on n'arrive pas, par exemple, hein, à trouver donc, une solution qui soit complètement sécurisée, hein, c'est-à-dire pour lesquelles il y a zéro violation de confidentialité, donc à zéro sur l'axe des X, hein, et qui soit donc avec un nombre d'échéances ratées donc, qui soit suffisamment petit. Donc, plus évidemment le taux d'occupation des processeurs est important, plus ça va être difficile d'éviter les échéances manquées. Hein. Et donc là, on se retrouve par exemple, hein, donc, pour l'ensemble des cas, sauf le cas où on a un taux d'utilisation processeur uniquement à 50%, c'est la courbe rouge du bas, hein, eh bien, on a 30 échéances ratées si on veut complètement sécuriser le système. Si vous regardez donc le B, là, le AppGrain, hein, eh bien, on arrive à avoir un système qui est complètement sécurisé, c'est-à-dire à zéro violation de confidence, hein, mais avec, là, cette fois-ci, simplement, donc, suivant les taux d'occupation, hein, 11 et 14 échéances ratées. Et puis, ça va être la même chose avec le mixed-grain. D'accord? Hein, donc là, on voit hein, qu'il y a bien un impact du fait de sécuriser les échanges hein, sur l'ordonnabilité du système et que cet impact est d'autant plus grand hein, que le taux d'occupation des processeurs est important. Alors là, on est un petit peu déçu parce qu'on espérait que le mixed-grain arriverait à améliorer encore ce qui avait été produit par AppGrain. Hein. Mais bon, là, ce n'est pas vraiment le cas sur le cas de test hein, qu'on a construit. Hein. Mais on n'a pas non plus vraiment exploré, là, par exemple, à quel moment est-ce qu'on passe quand on est en mixed-grain, à quel moment est-ce qu'on bascule de l'exploration au niveau application à l'exploration de raffinement au niveau tâche. Hein. Ça n'a pas été vraiment développé hein, parce qu'il y avait trop d'aspects à regarder. Hein. Mais bon, ça serait une thématique de recherche. Donc, je passe maintenant donc, aux résultats en multicœur. Donc là, cette fois-ci, hein, on avait deux applications. Donc, une application Rosas, donc c'est le contrôle commande, hein, et puis une application donc, de radar, d'accord, hein, donc, qui s'appelle Cephar. Donc, l'application Rosas, en fait, c'est 14 tâches, si je me souviens bien, et Cephar, c'est 5 tâches. Donc, ça nous fait 19 tâches en tout à ordonnancer. Hein, et étant donné qu'on veut assurer de la sûreté donc, par redondance, hein, eh bien, on a tripliqué chacune des tâches. Donc, ça nous donne en tout 57 tâches à ordonnancer. Hein, et donc, éventuellement, si on les fait tourner toutes sur un corps séparé, ça fait 57 corps au maximum. D'accord. En termes donc, de partition, hein, vu qu'on a deux applications, eh bien, on pourrait avoir une application par partition, d'accord, hein, tripliquée, ça ferait 6 applications au maximum. Donc, on a fait tourner donc, l'algorithme là sur 20 000 itérations, donc ça prend quand même, donc, et avec l'approche mixed-grain, hein, ça prend quand même 12 heures hein, à faire tourner, hein, et donc on a un espace de recherche qui est quand même très important. Donc, sur les graphes, là, ce que vous pouvez voir, hein, c'est les résultats. Donc, on a fait un DSE, donc une exploration d'architecture, soit en considérant qu'il n'y avait pas de surcoût quand on communiquait d'un corps à un autre corps, d'accord, hein, ou alors, à droite, hein, vous avez les résultats si on considère donc
qui a des surcoûts liés au partage, aux ressources partagées, hein, par exemple à la mémoire, hein, ou au cache, hein, quand on communique d'un corps à l'autre. D'accord ? Et les résultats donc, sont présentés, hein, suivant le nombre de cœurs qui sont utilisés dans les solutions. D'accord ? Alors, ce qu'on fait, hein, quand on fait tourner l'algorithme, en fait, on initialise l'archive de PAES, hein, les solutions, donc avec des solutions variées. Par exemple, on essaye d'avoir un seul cœur et de complètement sécuriser les échanges. Donc, on regarde si on arrive à avoir une solution viable de cette manière-là. Hein. Donc, il faut que quand même toutes les tâches donc, qui sont classées hard puissent respecter leurs échéances. Donc, d'ailleurs, on peut arrêter le DSE immédiatement, hein, si c'est ça. Hein. Quand on est en multicœur, donc, eh bien, on va tripliquer et on va vérifier ça donc, avec 3 partitions et 3 cœurs. Hein. Donc, sinon, eh bien, on va essayer de voir, hein, vu que notre troisième dimension, là, c'est le nombre de cœurs, hein, on va essayer de voir si on est capable d'obtenir donc, une solution qui est parfaitement ordonnancée, donc sans aucune échéance ratée, hein, et complètement sécurisée, donc sans aucune contrainte de confidentialité non respectée. D'accord ? Et là, vous voyez, hein, sur les deux graphes, hein, sans surcoût des communications intercorps et avec, hein, sur le A et le B, donc, eh bien, qu'on est capable d'obtenir donc, une solution qui est complètement ordonnancée et complètement sécurisée en utilisant donc 11 cœurs. Donc, c'est le petit triangle qui est en bas à gauche, hein, sur le point 0,0. Hein, et on sait le faire, en fait, dans les deux cas. Alors, le truc, hein, c'est que, eh bien, là, même si ça n'apparaît pas sur le transparent, hein, eh bien, pour la solution donc sans surcoût, eh bien, c'était fait en utilisant 4 partitions, alors que pour la solution avec surcoût, donc sur le 0,0 du graphe de droite, hein, eh bien là, en fait, on utilisait uniquement 3 partitions. Pourquoi ? Parce que le surcoût des communications, hein, fait qu'on a tendance à regrouper sur une même partition et donc en essayant de regrouper aussi par cœur, hein, les tâches qui communiquent. D'accord ? Donc, d'un point de vue résultat aussi, hein, eh bien, on a un nombre de solutions là, dans les deux cas qui est quand même assez important. Hein. Donc, ça veut dire qu'on a bien réussi, on va dire, à faire notre exploration d'architecture, hein, puisqu'on est capable de proposer aux designers donc un ensemble de compromis qui est assez important. D'accord ? Alors, il y a moins de solutions proposées quand on est avec du surcoût variable. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de solutions qui sont dominées, hein, par des solutions où les tâches sont regroupées sur une seule partition. Donc, voilà pour ça. Et puis, donc, pour conclure, hein, donc, on a utilisé donc, une approche multi-objectif pour essayer de trouver donc, des compromis entre ordonnançabilité et sécurisation des échanges, hein, pour des systèmes donc time and space partitioned. Hein. On a donc une approche où on va définir pour chacune des tâches un corps d'exécution et une appartenance à une partition, d'accord, du système TSP. Hein. Et puis donc ça a été la gestion de l'espace de recherche, hein, a été faite donc en proposant, hein, 3 algorithmes de mutation différents, dont un qui permet donc à la fois de réduire l'espace de recherche initial, hein, mais de quand même essayer donc de raffiner les solutions qui sont proposées. Hein. C'est celui qu'on appelle Mixed Guide. Alors il y a plein de paramètres en fait qui jouent sur la qualité des solutions proposées. Hein. Déjà, la taille des données, hein, parce que par exemple, quand on faisait tourner Rosas, là, notre application de contrôle-commande, hein, avec des données de petite taille, eh bien, si on mettait un stress, un taux d'utilisation du processeur qui était suffisamment faible, en fait, on obtenait quelque chose qui était complètement sécurisé et complètement ordonnancé directement. Mais ça, notre algorithme, enfin, notre outil DSE est capable de le détecter et donc de proposer directement la bonne solution. Hein. On a vu aussi que, eh bien, ça jouait à la fois dans les communications interpartitions, si les caractéristiques de ces communications sont différentes, hein, avec celles des intrapartitions, et puis les communications intercœurs, hein, qui pouvaient également influencer l'ordonnançabilité du système. Hein. Et enfin, donc, là, surtout sur le dernier cas de test que je voudrais présenter, hein, eh bien, les solutions, hein,
qui ont été trouvés, là, qui sont complètement sécurisés et complètement ordonnancés, hein, sont complètement déstructurés, hein, aurait été impossible à trouver à la main. D'accord ? Donc là, le fait d'avoir un système automatisé, là, ça permet donc d'obtenir des choses qui ne seraient pas calculables à la main. Hein. Alors, le logiciel est disponible donc, dans Cheddar. Hein, l'algorithme multi-objectif a été implanté dans Cheddar. Et puis, donc, on a utilisé Cheddar donc, pour tout ce qui est simulation, calcul du nombre d'échéances ratées, etc. Hein. Et puis, donc, les perspectives de ce travail-là, bon, les perspectives métiers, eh bien, c'est le fait d'être capable, par exemple, de prendre en compte hein, les surcoûts liés à l'utilisation commune des caches par les cœurs. Hein. Et puis, donc, il y a d'autres aspects. Hein, mais moi, je suis plutôt orienté recherche opérationnelle, donc je développe ça un petit peu moins. Je sais qu'il y a aussi des choses qui pourraient être faites, par exemple, hein, sur le fait de commencer par faire des simulations, on va dire, grossières hein, de l'ordonnancement pour pouvoir accélérer donc l'évaluation des solutions et puis de raffiner après, là, c'est faire du surrogate, des choses comme ça. Hein. Et sinon, donc, du côté, on va dire, recherche opérationnelle, hein, eh bien, on pourrait essayer d'utiliser d'autres méthodes multi-objectifs, hein, peut-être plus modernes que PAES, hein, et, je ne sais pas, comme NSGA2 ou d'autres, ou SMS, MOA, enfin bref, il y a plein de méthodes hein, qui existent hein, et qui pourraient être prises en compte. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions. Merci Laurent. On va peut-être commencer par les questions en salle. Il y en a qui vont bouger la tête. Non, il n'y a pas de... Vas-y. Donc c'est André. Merci pour l'exposé, donc il était très clair et très intéressant. Moi j'ai une question relativement au choix qui a été fait dans la méthode. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, les applications possibles, ce sont des applications par exemple liées au transport, dans l'avionique par exemple, ou dans les trains. Et je me demande, la problématique, elle se posait vraiment en termes d'exploration de compromis, ou si ce n'était pas plus simplement une approche epsilon contrainte qui conviendrait, c'est-à-dire où on nous dit je ne veux pas plus de 10% des communications non critiques qui ne soient pas cryptées. Et si on arrivait avec un tel critère dès le début, ça simplifierait le problème, je pense. Oui, alors ça c'est, on va dire, la problématique du multi-objectif en général, quoi. Donc, effectivement, on peut transformer un des objectifs en contrainte. Hein. OK, ça change on va dire ce que fournit comme solution l'outil d'exploration d'architecture. Hein. Là, on va dire que c'est aux gens du domaine métier de dire ce qu'ils veulent. Là, moi, la personne avec qui je travaille, eh bien, voulait être capable de proposer tout un ensemble de solutions. Hein. Et par exemple, là, si vous prenez là, le nombre de cœurs, hein, eh bien, on arrive à avoir toute la palette donc, d'un nombre de cœurs qui est très important, hein, à un nombre de cœurs qui est très faible. Hein. Et donc, si on essaye si vous prenez une méthode par ajout de contraintes, bon, vous allez éventuellement rater une partie de votre domaine d'exploration. Mais vraiment, ça dépend du domaine métier. Et là, moi, je ne suis pas capable de vous dire ce que veulent vraiment les designers. Hein. Moi, la commande, c'était je veux un ensemble de solutions le plus large possible. Bon, j'ai proposé quelque chose qui permet de faire ça. D'accord ? Mais évidemment, c'est transformable en approche par contrainte. Ok, j'ai une deuxième question. L'espace de recherche est très grand, en fait, tu l'as bien montré. Mais j'ai l'impression qu'il y a également énormément de symétrie. Je n'ai pas entendu, pardon, la dernière partie de la. Et il me semble qu'il y a beaucoup de symétrie dans l'espace des solutions. Oui, alors ça, oui, je pense que j'ai compris. Alors ça, en fait, on le fait hein, quand on encode donc, dans le chromosome de la solution. Hein, eh bien, on a repris à ce qu'on avait fait avec la thèse précédente, c'est-à-dire que la tâche numéro 1 est forcément sur la partition numéro 1, la tâche numéro 2 est sur la partition numéro 2, si elle n'est pas en même temps sur la partition numéro 1, etc. etc. Donc, on a en fait, on enlève la symétrie hein, de cette manière-là. On a un codage qui permet de faire ça. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Si, mais il y a encore une symétrie à l'intérieur des partitions, parce que quand on a deux cœurs, par exemple, j'imagine que là aussi, il y a une symétrie vis-à-vis des affectations au cœur, non ? Oui, alors tiens, la remarque est très bonne.
c'est pas, alors c'est la thésarde qui a fait l'encodage de ces solutions. Il faudrait que je vérifie avec elle si elle a effectivement appliqué le même principe pour l'affectation sur les cœurs, parce que dans les tests qu'on fait, c'est bien des cœurs symétriques, il n'y a pas d'hétérogénéité. Donc, il faudrait qu'elle applique le même principe. Je ne sais pas si elle l'a fait. Honnêtement, j'en sais rien. Okay. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui, merci pour la présentation. Moi, c'est une question sur les résultats, et justement, peut-être un peu sur ce qu'a dit André aussi, où des choses peuvent passer en contrainte et d'autres en objectif. Pourquoi est-ce que les nombres de cœurs, ça a été mis comme une contrainte et pas finalement un objectif aussi? Ah, alors c'est la présentation là qui peut-être vous a induit en erreur. C'est un objectif. Ok, pardon. Ouais, d'accord, mais pour présenter les résultats là, sur une courbe 2D, on les a présentés par nombre de cœurs effectivement utilisés. Ok, super. Merci. Du coup, une question rapide. Donc, les 20 000 itérations, c'est Mohamed. Donc, les 20 000 itérations, ça inclut aussi en fait l'objectif de chercher à minimiser les cœurs ou c'était vraiment? Oui. C'est ça. D'accord. Juste pour continuer ici, vu qu'on est, je pense que on était sur le slide. Non, c'est plutôt une question sur le slide 16, où vous mentionnez, on va dire que là, on est sur le 17. Je ne sais pas si moi, j'ai pas reçu le 16. Mentionnant en fait que le mix grain, peut-être il n'améliorait pas, mais là, parce que, enfin, je me disais, est-ce que vous avez vérifié en fait que peut-être que vous avez réussi à obtenir la courbe bien avant en fait les 2000 itérations? Je ne sais pas s'il y avait la possibilité de détecter ça ou pas a posteriori, bien sûr. Ouais, alors moi, on n'a pas fait beaucoup d'analyse, on va dire, du comportement de l'algorithme multi-objectif. Mais c'est vrai qu'il y aurait l'étude de convergence là, à faire. Bon, la thésarde nous fournissait simplement les résultats avec un petit peu d'analyse. Mais je pense que là, quand on voit là, que le mix grain a raté une des solutions donc, qui était intéressante, ça veut dire que cette solution-là, dans le grain, elle est arrivée après la millième itération. Sinon, il l'aurait gardée. Oui. D'accord. Ok. J'avais pas noté en fait qu'il y avait 3 juste plutôt que les 4. Merci. Daniel, oui, vas-y. Je suis désolé, j'entends pas. Il est encore en mute, Daniel. Ah oui, désolé. Excusez-moi, j'avais cliqué, ça n'a pas bien marché. Merci pour la présentation. Il y a un petit truc que je n'ai pas compris. Tu disais que tu pouvais avoir des tâches qui effectivement vont louper leur deadline. Oui. Et comme tu as aussi la gestion des communications, qu'est-ce qui se passe quand une tâche loupe sa deadline et qu'elle envoie des données à une autre? Tu as une espèce de cascade de tâches qui vont finalement plus respecter leur deadline. Donc, vous les prenez en compte ou comment c'est géré? Alors là, j'avoue que je ne connais pas la réponse. Pourquoi? Parce que c'est le simulateur qui fait ça. Ouais. Donc, je pense que c'est effectivement pris en compte, parce que sinon, les simulations seraient fausses. Mais normalement, donc, si je me souviens bien de ce que j'ai compris des simulations, donc les communications se font une fois que les tâches ont achevé leur exécution, d'accord, et par exemple en interpartition, donc même en intra d'ailleurs partition, une tâche n'est exécutée qu'une fois que celle dont elle dépend, donc qui lui envoie quelque chose, ont fini leur exécution. Donc on voit ça, je crois, sur un des exemples. Attendez, je suis en train de le chercher. Il est où? Il est là. Ouais, c'est ça. Là, vous voyez par exemple que T2 dépendait de T1 et que donc T2 ne commence son exécution qu'une fois que T1 a fini. Donc, je pense que s'il y a une préemption, ça veut dire que la tâche dépendante ne peut pas s'exécuter non plus. Mais j'en suis pas sûr à 100%. Là, il faudrait demander aux spécialistes du domaine.
Là, j'avoue que je ne suis pas suffisamment compétent pour être sûr de moi là, sur cet aspect-là. J'avais une deuxième petite question. Donc, tu l'as mentionné, hein, le fait que tous les cœurs sont finalement symétriques, donc on a une archi qui est complètement homogène. Oui. Ça serait compliqué de prendre en compte des cœurs hétérogènes, donc le fait que certaines tâches peuvent s'exécuter sur un cœur, mais pas sur d'autres. C'est ce qui est un peu plus, peut-être un peu plus classique dans les systèmes on-chip où on a parfois des cœurs peu performants ou plus performants et peut-être toutes les tâches ne s'exécutent pas partout, quoi. Eh bien, là encore, je réponds de manière conditionnelle, parce que je ne suis pas le spécialiste là, du simulateur Cheddar, mais je pense que c'est déjà pris en compte. Hein. Il suffirait que la configuration du simulateur, là, quand on veut évaluer une solution, soit faite de telle manière à ce que le temps d'exécution d'une tâche sur tel corps soit différente sur un autre cœur, et la simulation tournerait de la même façon. Là, l'avantage, là, c'est qu'on découple, on va dire, le processus d'exploration du processus d'évaluation en le déléguant complètement au simulateur. Donc ça nous pose des problèmes parce qu'on a du coup des coûts d'évaluation qui sont importants, 1 à 2 secondes par système évalué, mais eh bien, je sais pas, moi, c'est pas comme si on faisait de la programmation linéaire où il faut être capable de rentrer en équation ce qu'on veut faire. Là, au moins, là, avec le simulateur, on fait absolument tout ce qu'on veut. D'accord. Ok, merci. Moi, j'avais un peu la même question que Daniel. Effectivement, sur des architectures hétérogènes, mais je pensais à une hétérogénéité, on va dire, par exemple, sur les fréquences. Aujourd'hui, si tu as des cœurs qui fonctionnent à différentes fréquences, ça va complètement changer, on va dire, les temps d'exécution. Et peut-être que tu serais finalement, je dirais pas un vrai multi-objectif, mais ça te donnerait un objectif vraiment qui serait contradictoire, on va dire, par rapport au reste. Est-ce que c'est gérable facilement ou ça fait partie des perspectives ou des choses comme ça? Là, c'est un peu la même réponse que précédemment, c'est-à-dire si le simulateur est capable de le faire, eh ben, nous, on est capable de rajouter un objectif dans le processus d'optimisation. On va récupérer, on va injecter avec une certaine fréquence d'horloge pour certains cœurs. On va voir quel est le temps d'exécution des tâches sous cette hypothèse-là, et ça va changer donc les évaluations des autres paramètres. Et là, la fréquence d'horloge, c'est à la fois un input et un output du système. On avait fait ça, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, quand je vous ai présenté au début, on avait donc de l'optimisation d'une politique de cache là, pour des supports flash. Eh bien, la taille de la table de mapping, c'était à la fois une entrée et une sortie du système. Et donc là, je pense qu'on pourrait le faire sans trop de soucis si le simulateur est capable de simuler avec des fréquences d'horloge variables. Ce que je pense qu'il peut faire, mais j'en suis pas sûr. Ok, merci beaucoup.